Désolée pour ce problème technique. Je voulais avant tout vous dire que je suis ravie d'être là avec vous. Bien qu'à distance, j'aurais dû être venue et j'ai eu un petit souci, donc je suis ravie de pouvoir, par ce moyen technique justement, dont je vais vous parler un petit peu, être avec vous et partager avec vous les recherches qu'on mène à l'Université de Rennes et d'Orléans sur un corpus de chat. Comme je l'ai indiqué ici, en anglais. Je peux vous parler en anglais, mais je vais faire ma présentation en français, mais je peux vous répondre aux questions, par exemple, en anglais, si vous le souhaitez. Ça permet parfois d'aller plus vite aussi. Je vais donc vous exposer effectivement cette drôle de combinatoire dans les sessions de chat entre, d'une part, une distance, une certaine formalité, effectivement, qui s'instaure, et en même temps, effectivement, des émotions, et qui sont davantage de l'ordre de la proximité, qui vont se jouer une espèce d'orchestration que je vais vous montrer à la fin. Alors, très rapidement, je vais vous présenter un tout petit peu, généralement en fait, le corpus de chat sur lequel on travaille. Le domaine des sciences que je vais vous présenter avant tout aujourd'hui, c'est les sciences du langage, donc la sociolinguistique, l'analyse du discours, l'analyse internationale, sachant que l'équipe est en fait plus large. Je vais très rapidement vous présenter ça. Je vais m'arrêter une seconde aussi sur ce qu'on appelle la lexicométrie. En fait, on utilise des outils pour analyser, mais en fait, ils sont bien spécifiquement faits pour faire ce qu'on appelle le close reading et le distance reading. C'est vraiment comme des zooms et des dézooms qui nous permettent d'avoir des considérations et quantitatives et qualitatives, mais ça n'empêche pas de réfléchir. J'y reviens tout de suite et je vais vous parler, comme je vous disais, un petit peu nos premiers résultats. Avant tout, cette formalité qui nous a en fait au premier abord un peu étonné, et puis ces émotions qui sont très très présentes et qui jouent des orchestrations, des organisations de comment les écoutants effectivement permettent aux acteurs de se livrer, entre autres sur ces axes-là, qui est assez remarquable. Je vais essayer de vous montrer ça avec un petit exemple. Alors, donc, juste pour balayer effectivement cette contestation qui arrive souvent, en l'occurrence, souvent les statistiques sont vues, en fait, pardon, j'ai un petit souci avec mon écran, du coup je peux pas. Je vais essayer, je vais essayer de rapetisser mon. Voilà, ça y est. Donc, souvent les statistiques sont vues en fait comme une objectivité qui permettrait à tout chercheur qui renouvellerait l'expérience dans les mêmes conditions d'aboutir au même constat. En fait, ce n'est pas du tout notre façon de voir les choses. Nathalie Garrigue et Isabelle Léglise, des collègues que j'apprécie beaucoup et qui font une analyse de discours très très fine, disent effectivement de façon très claire qu'on doit se détourner du fantasme d'objectivité et d'un modèle universellement exploitable quand on utilise les outils, par exemple, de la lexicométrie, et que chaque personne prend son corpus sous le bras et fait ses analyses. On ne fait pas les mêmes lectures parce que, justement, on est aussi dans un modèle d'interprétation, et donc chaque personne peut naturellement trouver les mêmes aspects que son collègue, mais parfois sensible à d'autres aspects, ce qui est aussi un des points qu'on essaye d'étudier dans le corpus chat justement que nous avons sous la main. Donc très rapidement, notre équipe est interdisciplinaire, sciences du langage, comme je vous disais tout à l'heure, aussi traitement automatique du langage, ce qu'on appelle les talistes, mais aussi des informaticiens qui nous aident en fait à identifier toute une série d'informations, mais depuis le corpus, bottom-up, comme on dit, effectivement, des informations sociologiques, des raisons pour lesquelles les gens sont venus sur le chat, mais aussi, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, des moments particuliers, des types de discours particuliers à l'intérieur de ces échanges, dont justement ces émotions, mais on travaille aussi naturellement avec une équipe de psychologues, mais je ne suis pas du tout psychologue au sens de formation scientifique, donc si jamais il y a des questions sur ce point-là, je ne pourrai que petitement vous répondre. Alors, donc, ce chat de prévention, ce qui est intéressant dans un chat, c'est qu'on a affaire à ce qu'on appelle une communication synchrone. Il y a une interaction, comme si on était effectivement en coprésence, mais c'est à distance. Et il y a toute une série d'éléments qui ne sont pas là. Et c'est justement ce qui est intéressant pour le public jeune, pour qui ce dispositif a été avant tout mis en place depuis 2005, c'est que, en fait, on s'est rendu compte que le public jeune ne venait pas au téléphone, beaucoup moins au téléphone que les autres publics. Donc,
ils ont mis en place le chat qui effectivement préserve bien davantage l'anonymat. On s'identifie moins nettement. La voix, par exemple, permet d'identifier une personne de façon assez facile. Mais en plus, les émotions transparaissent aussi à travers la voix. Et donc, ces éléments font que, effectivement, la jeunesse qui est bien plus comment je dirais, friand, effectivement, des écrits électroniques, va se sentir plus à l'aise à pratiquer le chat. En l'occurrence, c'est très, très largement attesté. Donc, nous avons un premier corpus de 11 ans, 2005-2015, qui regroupe 24 000 conversations et 10 millions de mots. Et on est en train de construire un autre corpus. Mais donc, sur ce deuxième, je ne peux pas encore vous dire beaucoup de choses, mais qui est donc travaillé avec une autre association par des étudiants pour des étudiants. Depuis 2017, il y a effectivement un corpus en cours de constitution. Et il sera intéressant de comparer les deux parce que on n'a pas affaire ni au même public, en l'occurrence, ni aux mêmes écoutants non plus, mais ils sont dans la même logique et donc ce sera extrêmement intéressant de, un jour, les comparer en l'occurrence. Alors, pour ce premier corpus dont je vous parlais, donc le 2005-2015, c'est 11 ans, le public est majoritairement jeune. C'est ce que vous voyez ici aussi. On a majoritairement des tout jeunes, des 10 ans, 14 ans, des choses de cet ordre-là. Ensuite, des adolescents, jeunes adultes, des jeunes adultes toujours, effectivement, et puis ça forme en tout plus de 75% effectivement du public. Par ailleurs, on a avant tout sur ce chat un public majoritairement féminin. Alors en tout cas, chez les appelants, on peut faire une identification très très claire. Donc c'est le bleu clair ici, qu'on a beaucoup de femmes bien plus que des hommes. Et les écoutants, le bleu foncé, sont avant tout ce qu'on appelle des non-identifiés. Ils ne donnent pas à voir de façon explicite leur genre, seulement dans de rares cas quand les appelants demandent est-ce que vous êtes un homme ou une femme, parce que c'est plus rassurant dans certains cas de figure de savoir qu'on a affaire à un homme ou à une femme, ou on adopte son discours et on a envie de l'adopter, en l'occurrence. Alors, hop. Là, vous voyez un premier petit, mise en statistique, si j'ose dire, ça s'appelle une analyse factorielle de correspondance. Pour aller très très vite, c'est regrouper des blocs de conversation ici selon les heures. On ne regarde pas le 18 heures parce que c'est juste quelques personnes qui sont arrivées trop tôt sur le site. Mais donc si on regarde 19 heures, 20 heures, 21 heures, puis 22 heures, 23 heures, on voit très très clairement que le 19-20 heures est très différent. Ce contraste au vu de son positionnement sur ce graphique avec celui qui est totalement de l'autre côté du graphique, le 22h, 23h, et le 21, il est entre les deux. Et de fait, quand on regarde un peu le vocabulaire qui est typique du coup à l'un ou à l'autre zone de ce graphique, on voit nettement que, oui, les thématiques abordées dans le 19h, 21h sont autour de parents, chambres, pédopsychiatres, élèves, profs, dingues. Il y a effectivement une thématique et des mots plutôt utilisés par des jeunes, alors que à partir de 22h, on a nettement un public adulte qui parle d'autres soucis, d'autres problématiques, dépression, compagnons, enfants, bébés, études, fac, etc., etc. Hop. Le petit schéma un peu complexe que je vais vous montrer très très rapidement est une représentation en fait d'une analyse faite par les deux linguistes qui s'appellent Koch et Österreicher, qui en fait plutôt que de continuer à avoir des attestations du style parler écrit, un écrit parler, des choses qui mélangent en fait deux phénomènes, vont faire une distinction entre les choses sont réalisées par un médium en particulier, donc phoniquement. Ce qui est phonique, c'est le grand triangle qui est en bas, où il y a l'exemple B, par exemple, qui est donné ici. Phoniquement, c'est des choses qui nous rentrent dans les oreilles. Et graphiquement, c'est le grand triangle qui est au-dessus, qui regroupe donc toute une série de réalisations, effectivement, qui sont des choses, on va dire, écrites et qui nous rentrent dans les yeux. Là, c'est des contrastes forts entre le médium, du coup, graphique ou phonique. Par contre, il combine ça avec un continuum, avec d'un côté le langage de la proximité et de l'autre côté le langage de la distance. Et là, c'est la conceptualisation qui est dite orale ou écrite. Et on va voir effectivement que dans notre chat, on a affaire à un genre discursif un peu à part. Habituellement, les écrits électroniques s'inscrivent plutôt dans
du coup une nouvelle partie du graphique que je ne vous ai pas dessiné ici. On est dans le monde graphique, certes, mais on s'adosse du côté de cette conceptualisation orale, on est dans la langue de proximité, et en fait, on a ici affaire à un genre discursif vraiment à part. On a une communication par écran qui est très distante avant tout, un très très haut degré de formalité. Cette formalité permet autant aux écoutants de garder une distance sociale et donc de ne pas d'être dans l'empathie et pas dans la sympathie, si j'ose dire très rapidement comme ça, d'établir une interaction, mais qui peut mener du coup aussi aux confidences de la part de l'appelant, parce que on parle à quelqu'un qui est là pour nous écouter, mais qui porte pas à conséquence, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qu'on va re-rencontrer à nouveau. Et il y a toute une série de phénomènes qui nous montrent dans les formes, du coup, qu'on a affaire effectivement à cette distance sociale qui est exprimée par l'écrit, qui est donc effectivement, j'insiste un peu là-dessus, la seule information dont on dispose sur cet écran, pas d'intonation, pas de gestuelle, uniquement ces écrits. Et donc, je vais vous énumérer très rapidement une série de phénomènes et on pourra revenir sur des points si nécessaire, mais c'est juste pour vous donner un peu à voir ce très haut degré de formalité. Tout d'abord, en français, on peut dire tu ou vous à son interlocuteur, mais dire tu, c'est être très proche, très familier, effectivement, avec la personne. Et dire vous, ben parfois, c'est effectivement très, très, très distant. Ici, on a affaire à un corpus qui est avant tout formulé en vous. L'écoutant, comme l'appelant, c'est les gros blocs bleus, utilise avant tout, effectivement, cette forme de vous et non pas de tu. Le tu est utilisé un tout petit peu par l'écoutant, mais uniquement dans les cas où l'appelant demande à être tutoyé. On va voir un exemple tout de suite, je te tutoie comme tu me le demandes. Et l'appelant de son côté, quand il utilise tu, en fait c'est du discours intérieur, il parle à soi-même, je parle à ma conscience et machine, pourquoi tu dois aller au lycée? Donc c'est quelqu'un qui se parle à soi, mais jamais, jamais effectivement à l'écoutant. Il reste en l'occurrence dans l'exemple, dans l'interlocution par vous. Ici, vous voyez un exemple concret. L'appelant dit vous pouvez arrêter de me vous voyez s'il vous plaît, je trouve ça trop stressant. Et l'écoutant dit voulez-vous vraiment être tutoyé? Ah oui, c'est que moi, ne vous gênez pas, on te déteste ou tu te sens détesté. Donc on voit après une vérification, effectivement, l'écoutant va utiliser le tutoiement. Ce qui est intéressant ici, c'est que il va dire, l'appelant va dire oui, à moi on peut dire que tu, ce n'est que moi, mais va continuer lui de son côté à utiliser le vous en l'occurrence pour interpeller effectivement son écoutant, ce qui est vraiment très intéressant, plutôt rare dans d'autres contextes. Par ailleurs, le nœud de négation par exemple, qui est un phénomène typique de conversation de tous les jours, hein, dans les SMS, dans les chats, on ne garde que 10% de ces nœuds de négation, ils sautent vraiment partout, je suis sûre que j'en fais sauter aussi toute une série là, dès que je parle un peu vite. Là, en l'occurrence, on a un taux de maintien de 100% chez les écoutants, d'environ 80-83% chez les appelants. Donc vous avez ici quelques exemples de nœuds absents, mais tout à l'heure, on vient de le voir, oui, c'est que moi, ne vous gênez pas. Donc on a effectivement, selon les contextes linguistiques naturellement, mais des maintiens et des absences effectivement de nœuds de négation et un 100% pour les écoutants qui systématiquement vont l'utiliser en l'occurrence. Très rapidement, pour vous montrer un autre phénomène qui est très intéressant, du côté des écoutants, ils vont utiliser beaucoup ce qu'on appelle des nominalisations, c'est-à-dire des substantifs, des noms, la souffrance, la difficulté, les difficultés, la solitude, la tristesse, bien davantage que les adjectifs qui sont associés à ça, triste, seul. Et donc j'ai mis en gras ici, d'une part, pour les écoutants, souffrance et difficulté, qui est bien plus utilisé par les écoutants que par les appelants. Pour tristesse et solitude, c'est vraiment très très semblable, mais on voit très très clairement que les adjectifs sont bien plus investis par les appelants que par les écoutants. Et donc, une phrase typique d'un écoutant, c'est, je retiens de ceci, tristesse et solitude, qui est effectivement une façon très formelle de mentionner ici, en l'occurrence, ces émotions. On y vient déjà un tout petit peu, en l'occurrence. On a aussi un nous très spécifique. Je vais juste vous donner très rapidement deux exemples de nous qu'on connaît très bien, ce qu'on appelle les nous inclusifs. C'est toi et moi, c'est-à-dire moi-même et puis la personne à qui je parle. Nous allons mettre fin au chat. Et donc c'est un nous qu'on appelle inclusif parce qu'on inclut en l'occurrence l'interlocuteur. Si vous parlez nous, toi et moi, continuons. Par contre, le début de l'énoncé, nous terminons à 23h, c'est pas le même nous. C'est un nous qu'on appelle exclusif. C'est nous, les bénévoles et moi, terminons à 23h, mais si vous parlez, nous
toi et moi, continuons. Nous vous remercions pour votre confiance. Et donc, on a trouvé un autre nous qu'on a baptisé un nous de distance, qui est assez remarquable parce que c'est un nous qui dit je, en fait, parce qu'il est utilisé avec des verbes d'action, d'émotion, d'évaluation qui sont clairement investis par un je, par la personne qui parle. Et donc, il y a des exemples comme nous vous écoutons, parlez-nous un peu de vous, votre souffrance nous touche, etc. Et souvent, en fait, les interlocuteurs vont tiquer, si j'ose dire, vont réagir, ils vont dire, mais vous êtes plusieurs en ce moment, vous dites nous. Dis non, c'est juste que nous parlons au nom de l'association, mais si cela vous gêne, je peux employer le jeu. Oui, merci. C'est plus simple pour moi parce que je parle à une personne et non pas à un groupe. Et l'écoutant va effectivement basculer et dire, bien reçu et avec toutes mes excuses, il n'y a pas de quoi. Si vous voulez en dire plus sur votre mal-être, je suis à votre écoute, effectivement. Et puis, les formes des interrogatifs, je vais passer plus rapidement parce que c'est un peu long à expliquer, mais très très rapidement, les formes des interrogatifs vont aussi majoritairement être faites par inversion. Qu'allez-vous faire? Vous allez, allez-vous? C'est des formes très formelles qu'on utilise bien moins effectivement à l'oral, mais justement par écrit, on va les réutiliser. Et ici, vous voyez un contraste entre donc cette forme par inversion, très formelle, et puis une réaction toute émotionnelle, justement, de la part de l'écoutant à la phrase « je veux mourir », qui dit « vous trouvez que c'est une solution, mourir ?» Et vous voyez donc une phrase qui n'est pas par inversion, qui n'est pas avec « est-ce que » non plus, qui est une interrogative par intonation, comme on l'appelle. C'est parce qu'on entend l'intonation qu'on comprend que c'est une interrogative. Ici, ce sont les multiples points d'interrogation qui viennent insister effectivement sur ce point-là. Et donc, cette combinatoire-là de différentes formes d'interrogation permettent aussi de voir les distances, voire des proximités ou à minima des engagements émotionnels beaucoup plus forts. Vous avez, de la part des appelants, quelques termes de familiarité, en fait. Ici, je ne vais pas les nommer, mais vous les voyez à l'écran, ils ne sont pas très polis en l'occurrence. Souvent, ces termes de familiarité sont avec des guillemets ou extrêmement fréquemment accompagnés d'excuses. Désolé pour le terme, désolé pour le mot familier, en l'occurrence. Et donc, c'est extrêmement intéressant de les voir effectivement être identifiés, mais en même temps mis un peu sur le côté pour dire, bon, c'est le trop-plein d'émotions en quelque sorte qui me fait dire ces mots-là, ça dit mieux qu'un mot formel, mais je m'en excuse quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que les écoutants ne les utilisent jamais, sauf en écho de ce que un appelant a pu dire auparavant. Ici, c'est un jeu de mots sur le fait de se casser après le bac, de partir en fait de la maison après le bac. Et donc, elle reprend tout en mettant naturellement les guillemets pour dire ce n'est pas mon mot, c'est le vôtre, mais voilà, c'est un clin d'œil à la conversation qui est en train de se finir. Enfin, on a aussi, et on vient de le voir, cette ponctuation expressive des smileys ou des acronymes. On va voir un exemple tout à l'heure, ces petites abréviations mort de rire ou LOL par exemple. On va en avoir quelques-uns, surtout du côté des appelants, mais aussi parfois du côté des écoutants. Et puis des phénomènes syntaxiques aussi, des non-explicitations entre des énoncés. Il n'y a pas écrit « j'ai vraiment mal au cœur parce que je ne fais que pleurer ». Il y a écrit « j'ai vraiment mal au cœur, je fais que pleurer », qui est effectivement quelque chose de l'ordre de l'oralité, de la proximité, dans les indicateurs effectivement ici syntaxiques qu'on appelle de la parataxe, la juxtaposition d'énoncés, qui n'empêche pas effectivement un lien évident entre les deux énoncés. Ces deux derniers éléments commencent à nous montrer un tout petit peu cette émotionnalité qui peut quand même s'inscrire aussi dans le discours. Et l'idée qu'on a actuellement dans nos analyses, c'est d'essayer de cerner comment cette interaction se construit. C'est-à-dire qu'elle va se dérouler selon un certain schéma. Ici, vous avez le schéma de la conversation familière. Comment est-ce que une conversation, un papotage de tous les jours, en fait, se déroule entre une phase très pragmatique avec des salutations au début et puis à la fin, et puis un bloc, effectivement, un corps de la conversation qui est thématiquement organisé davantage que pragmatiquement. C'est ça un peu le plan qu'on essaye de suivre pour analyser nos différents corpus. Et donc, effectivement, en ouverture, on a parfois des ouvertures très longues parce que
la machine, elle met parfois un peu du temps à se mettre en route, mais donc à minima, on va avoir des salutations de l'écoutant, pas toujours de l'appelant, et l'entrée dans la matière par l'appelant, en l'occurrence, mais on peut aussi avoir quelque chose de très, 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 très long avant que, effectivement, la conversation démarre thématiquement, si j'ose dire. Ce qui est remarquable ici, c'est que vous avez dès le départ des remerciements. Les appelants vont dire, je tiens à remercier la personne sur ce site, je tiens à vous remercier pour m'écouter, pour être là. Et c'est assez remarquable parce que souvent les remerciements arrivent à la fin d'une conversation. Et là, c'est d'emblée, en l'occurrence, que ces remerciements sont mentionnés. Et pour la clôture, on a le même type de schéma. Il peut y avoir beaucoup, 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 beaucoup de choses, effectivement, en l'occurrence, qui sont mentionnées parce que la clôture, souvent, elle prend beaucoup de temps. Elle peut se faire vraiment en plusieurs temps et recommencer et encore, et on repart sur une thématique et on referme. Mais à minima, il y a les remerciements de l'appelant et des salutations des deux. Mais on peut donc amplifier, là encore, effectivement, une clôture qui est ici avec succès. Ici aussi, ce qui est remarquable, c'est les excuses qui sont données, qui souvent sont données au tout début. Le côté je m'excuse de prendre de votre temps, je m'excuse de vous déranger à ce moment-là, etc. Et ici, ils viennent à la fin, et ce qui est vraiment remarquable comme emplacement par rapport aux conversations familières ordinaires en l'occurrence. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que vous avez 8% à peu près des conversations où l'appelant raccroche, c'est-à-dire on ne voit aucune clôture effectivement pragmatique qui arrive dans le corpus. Donc on sait que la personne est partie avant. Ça peut être majoritairement des problèmes techniques, mais parfois on a aussi d'autres problèmes, si j'ose dire, qui interviennent. Je vous en donne juste deux. C'est d'une part justement une trop grande distance, une trop grande formalité. Mais l'exemple qui est donné ici est un peu particulier. Donc vous voyez effectivement l'appelant qui dit mais qu'est-ce que je fous là? L'écoutant qui répond vous êtes en train de vider par des mots votre souffrance. Et l'appelant ironise, non, c'est pas vrai, pas possible, etc. Et en fait, la personne s'emporte, mais on comprend un peu plus loin qu'a priori, elle est un peu pompette quand même, parce que c'est vraiment très, très, ça déborde un tout petit peu, c'est pas toujours très, très, très gentil en l'occurrence. Un autre exemple de cette dysfélicité, comme on l'appelle, c'est le rappel de la loi. Et on est en train d'étudier quelle mention de loi, quel personnage du coup effectivement qui porte l'autorité, qui est rappelé par l'écoutant, qui fait se refroidir en fait l'appelant et qui part parfois avant la fin de la conversation. Et si vous avez un exemple donc d'un écoutant qui dit vous êtes victime de ce professeur qui a abusé de son autorité et il n'en avait pas le droit, êtes-vous d'accord? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et l'écoutant qui dit ce qu'il a fait est interdit par la loi et là-dessus la personne raccroche, part de la conversation en l'occurrence. Maintenant, notre première entrée en matière, si j'ose dire, dans le cadre d'un programme de recherche dont je vous parlerai tout à la fin, et avant tout de se concentrer sur le discours des écoutants pour bien comprendre comment il fonctionne et comme il est le plus cadré en fait, en l'occurrence, comme il y a une formation qui est très longue et très profonde et puis un suivi de formation. L'idée était effectivement de voir avant tout dans un premier temps, naturellement, les écoutants et d'identifier, par exemple, chez les écoutants, deux moments intertissés qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les salutations et les clôtures, mais c'est à l'intérieur, en fait, du corps de la conversation. Donc, il y a des moments fatigue, donc certes, les salutations, mais aussi des expressions d'empathie, d'émotion, etc., qui sont, je dirais, assez... euh, comment je dirais, presque répétitives effectivement, mais qui sont des formules qui sont très, très réassurantes, très valorisantes, etc. Et puis, une phase qui est davantage ancrée sur des thématiques, sur du contenu, qui va tourner autour de sollicitations, des demandes pour plus de clarification, d'informations, etc. Une espèce d'évaluation. Le terme était un peu trop fort, mais effectivement quelque chose de l'ordre de je valide ou je critique ce que vous proposez ou ce que vous racontez. Et puis, beaucoup, naturellement, à la méthode rogerienne, beaucoup de reformulation. Et on va voir un petit exemple, justement, de quelque chose d'assez remarquable selon le public auquel on s'adresse. Non, pardon, excusez-moi, il faut que je pense à utiliser ma souris. Pom pom. Donc, très rapidement, on indique des balisages en HTML, en fait, dans notre corpus pour pouvoir interroger, voir des régularités et voir comment les choses s'organisent avec pas mal de difficultés sur la partie corps de la conversation Oui, parce que
Pardon. Professeur, je voulais juste vous rappeler qu'il reste 4 minutes pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. Parfait, parfait. Je vais courir un peu, je vais aller un peu plus vite, juste pour vous montrer un trait qui est extrêmement remarquable du côté des écoutants qui s'adressent à des jeunes. Ils vont utiliser ce qu'on appelle des généralités, une espèce de sagesse populaire. Par exemple, la vie apporte son lot de difficultés, mais aussi ses joies, ou encore un être qui souffre est un être qui souffre, une jolie tautologie, chose qui peut au premier abord être étonnant devant un public jeune, mais en fait qui les rassure beaucoup, parce que c'est un peu la figure du grand-père ou de la grand-mère, effectivement, qui est en face d'eux. Juste très rapidement pour les émotions, ce qui est intéressant sur l'analyse des émotions qu'on a pu faire, c'est que les moments d'émotion vont très souvent de pair avec une très grande intensité rythmique. Le discours devient très rapide tout à coup. C'est comme si les paroles étaient superposées, mais du coup, dans ces écrits, on le voit de façon très, très nette. On a les time codes, donc on peut vraiment calculer cette explosion de paroles, effectivement, tout à coup. Ce qui est intéressant, c'est que les écoutants prennent un terme pour réussir à basculer en fait d'une dysphorie, donc plutôt d'émotions négatives, vers quelque chose de plus positif. Et donc, par exemple, ici, c'était l'exemple de les câlins vous plaisent ou vous énervent. Et donc, le jeune va dire, ben, ça me plaît, etc., etc. Et ça permet de basculer sur quelque chose de positif. Et donc, ici, en l'occurrence, un compliment. Vous êtes quelqu'un de très chouette, vous êtes dans un état pas possible et vous vous préoccupez un max des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce temps-là d'émotion, d'échange, effectivement, de compliments, parce que le jeune va du coup aussi adresser un compliment, va permettre de mettre un peu d'humour, un peu de hi-hi, un peu de mort de rire, effectivement, ici. Et ce temps d'émotion, d'humour, on relâche un peu et on bascule sur des émotions plus positives, permet, comme ça, vite fait, entre deux lignes, de glisser le secret, l'analyse du jeune qui dit, en fait, ce qui va pas, c'est ça spécifiquement. Et puis l'écoutant, très très légèrement, va dire merci pour le secret et il passe à autre chose, il continue à faire des blagues, en l'occurrence, c'est extrêmement fin, extrêmement joli en l'occurrence. Et donc, notre projet qui s'appelle Happy Press, oui, pardon, analyse participative et interdisciplinaire d'un chat de prévention de suicide, est un projet ANR qui va analyser les différents traits que j'ai pu déjà mentionner un peu tout à l'heure en tenant compte de la chronologie, des typologies d'écoutants et d'appelants, et surtout et avant tout, mais on n'y est pas encore, des argumentaires qui sont déployés par les appelants et les contre-argumentaires qui sont donnés par les écoutants, naturellement, sur ce point en particulier. Un grand merci pour votre écoute. Désolée pour la course un peu à la fin, mais voilà, je suis à peu près dans les temps. Merci beaucoup.